Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord je vous remercie pour votre invitation. J'aimerais évoquer avec vous l'état de la menace, aujourd'hui, terroriste. Depuis plus d'un an, nous assistons à une recomposition du paysage djihadiste, sans précédent depuis 30 ans, avec le déplacement de l'épicentre du djihad mondial, de la zone afghano-pakistanaise vers la zone syro-irakienne. L'avènement de l'État islamique s'est fait progressivement. Sa genèse, vous le savez sans doute, remonte au personnage d'Abu Musab al-Zarqawi, qui a fondé la première organisation active sur le sol irakien à la suite de l'invasion par les Américains de ce pays en 2003. S'est transformé ensuite en Al-Qaïda en Irak pour devenir par la suite l'État islamique. Cet avènement s'est appuyé sur la déliquescence des États à la fois syriens et irakiens, sur la force d'attraction également du conflit en Syrie, et pour partie sur l'attentisme de la communauté internationale qui a mis longtemps à réagir face à la progression de ces réseaux. L'État islamique se distingue par trois aspects de toutes les autres organisations djihadistes depuis 30 ans, et en particulier Al-Qaïda. D'abord par son assise territoriale, contrôle désormais un territoire aussi vaste que le Royaume-Uni. Ensuite, sa force d'attraction, je l'ai dit, sa capacité de mobilisation sans précédent. À ce jour, plus de 20 000 combattants étrangers ont rejoint la zone syro-irakienne depuis 3 ans, avec une stratégie de propagande et de recrutement adaptée au mode de pensée et de représentation du monde des candidats potentiels au djihad. Enfin, troisième aspect, sa puissance financière. J'ai remis à la fin de l'année dernière un rapport sur le financement de cette organisation, dont il ressort que son revenu annuel théorique s'établit à près de 3 milliards de dollars par an, et sa richesse, l'ensemble des réserves à la fois de pétrole, de gaz naturel, qui sont à sa disposition, représente aujourd'hui plus de 2 000 milliards de dollars. Ce financement est important, il est marqué par trois caractéristiques. La première, c'est que l'État islamique est autosuffisant sur le plan financier. C'est un changement de modèle économique total par rapport à ce qui avait existé auparavant, en particulier Al-Qaïda. Al-Qaïda dépendait de financements extérieurs provenant de donateurs privés ou institutionnels, notamment des ONG islamiques présentes dans le Golfe. Deuxièmement, ces sources de financement sont diversifiées. Elles s'appuient principalement sur l'exploitation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, agriculture et eau. Et troisièmement, les ressources financières d'origine criminelle sont aujourd'hui limitées. Je veux parler de l'extorsion essentiellement, les impôts que lève cette organisation et des rançons de prise d'otages. Le problème que nous avons par rapport au financement aujourd'hui de l'État islamique, c'est que le régime actuel des sanctions ciblées, notamment le gel des fonds appliqué par l'Organisation des Nations Unies, me semble inadapté pour faire face à ce nouveau modèle économique et, à mon sens, n'aura que peu d'effet sur le financement de l'État islamique. Parce qu'encore une fois, on est face à une organisation qui est autosuffisante et qui n'effectue pas de transactions internationales. Donc ce modèle de sanctions me semble inadapté. Et je crois qu'il faut tendre vers un régime plutôt d'embargo. Ça a été fait dans le passé contre une organisation et non pas un État. C'était le cas en 1993. L'Organisation des Nations Unies a imposé un embargo contre un acteur non étatique, en l'occurrence l'UNITA en Angola. Puisque l'UNITA avait à sa disposition à l'époque une partie du territoire et donc accès à des puits de pétrole. Face à l'avènement de l'État islamique, Al-Qaïda est pour la première fois concurrencé depuis 1988, donc depuis sa création, et confronté donc à une organisation concurrente. Al-Qaïda a évolué structurellement. On est passé d'une organisation élitiste et combattante à une organisation multipolaire, avec de nombreux affiliés, puis à un mouvement attrape-tout, qui est devenu aujourd'hui inspirateur plus qu'acteur opérationnel. Al-Qaïda s'est progressivement détourné du champ de bataille, si je puis dire, et a laissé la place d'abord à des structures affiliées, puis à des organisations combattantes locales. Et d'une certaine manière, cette organisation, Al-Qaïda, s'est déterritorialisée et aussi dématérialisée pour beaucoup de djihadistes. Pour autant, le djihadisme n'a pas éclipsé le terrorisme. Et la dynamique des deux phénomènes veut que l'un et l'autre s'alimentent en réalité. Certains ont minimisé
par exemple, le risque terroriste représenté par l'État islamique en faisant valoir que son objectif était avant tout régional, celui de consolider le califat déclaré en juin 2014. J'ai toujours, pour ma part, avec d'autres, dit que c'était un djihad régional, bien sûr, mais qui se transformerait en menace globale. Pourquoi ? D'abord parce que c'est l'histoire même du mouvement djihadiste de ces 30 dernières années. Les Moudjahidines d'Afghanistan avaient également des objectifs régionaux avant de se transformer en Al-Qaïda. Ensuite, parce que l'État islamique lui-même, confronté à une coalition internationale, a appelé ses sympathisants à frapper les membres de cette coalition sur leur sol, et ce depuis septembre 2014. Enfin, et dans le cas d'espèce s'agissant de l'État islamique, qui est bien différent, je l'ai dit, d'Al-Qaïda, on a une mobilisation sans précédent, mobilisation djihadiste sans précédent. Il est évident que même si les objectifs de l'organisation ne sont pas aujourd'hui des objectifs terroristes nécessairement, sur le plan stratégique, le seul fait d'avoir des djihadistes en si grand nombre fait qu'à terme, on le sait déjà, puisqu'on l'a vécu dans le passé, on aura des conséquences de cette participation massive de djihadistes sur notre propre sol ici en France et en Europe. Dernier facteur, le djihad est un ressort, et le ressort même, des mouvements terroristes islamistes, et ce depuis longtemps. Sans cette base, sans ce ciment fédérateur, à la fois idéologique et militaire, deviendraient des mouvements nihilistes, sans véritable direction, et voués progressivement à perdre leur crédit et leur recrue. Donc l'État islamique dispose à la fois de la puissance d'une organisation et d'une capacité de mobilisation sans précédent. Ces milliers de djihadistes qui sont susceptibles de constituer, je l'ai dit, à terme, une véritable force de projection terroriste, en quelque sorte, si l'organisation le décidait. Si Al-Qaïda et l'État islamique luttent aujourd'hui pour le leadership du djihad mondial, les passerelles sont néanmoins multiples entre les deux organisations, à la fois sur le terrain, comme sur le plan idéologique. En témoignent les allégeances, soutiens et autres ralliements auxquels nous assistons depuis 8 mois de la part de groupes précédemment affiliés à Al-Qaïda ou faisant dissidence. Dans l'univers djihadiste, il existe également des liens qui transcendent les organisations. L'histoire a montré que les réseaux interpersonnels perdurent, que ces réseaux peuvent se reconstituer rapidement, qu'ils s'adaptent en permanence par nécessité ou opportunisme. C'est précisément cette ductilité qui fait leur force. Le meilleur exemple, le plus récent en tout cas, de cette situation nous a été donné par les attentats de Paris. Opération coordonnée entre d'une part les frères Kouachi et d'autre part Hamidi Koulibaly, les uns et les autres se revendiquant d'organisations distinctes. Nous observons aujourd'hui la conjonction d'une menace nouvelle par son ampleur, c'est la menace djihadiste, et d'une menace terroriste ancienne et latente qui refait surface à la faveur du contexte international. Cette menace, elle est protéiforme. Les actions menées en Occident depuis plusieurs mois en témoignent. Qu'elles se situent dans l'orbite terroriste ou dans la mouvance djihadiste, les actions peuvent être dirigées, incitées, aidées ou simplement inspirées par ces organisations. Si cette menace est protéiforme dans son origine, elle l'est également dans ses manifestations et son mode opératoire, qui sont désormais sensiblement différents de celui des années 80, 90 et 2000. Ces évolutions, on les observe dans 4 domaines essentiellement. D'abord, sur le plan structurel, on devait faire face à des groupes structurés, organisés, hiérarchisés. Nous sommes maintenant passés à un terrorisme individuel ou microcellulaire. Cette mutation a pour origine les groupes terroristes eux-mêmes, qui se sont adaptés aux contraintes sécuritaires et à l'atomisation des enjeux, en privilégiant une approche dématérialisée, entretenant avec leurs membres ou leurs sympathisants un rapport bien souvent quasi virtuel, sans contact physique, principalement grâce à Internet. Dès la fin des années 90, l'un des stratèges d'Al-Qaïda, dont on vous a déjà entretenu devant cette commission il y a quelque temps, le Syrien Abu Musab al-Souri, avait anticipé cette mutation en prenant le djihad individuel, djihad al-Irab al-Fardi. En 2000, il expliquait, lors d'un enseignement dans un camp d'entraînement en Afghanistan, les jeunes rechignent à adhérer à une organisation hiérarchique par crainte d'être identifiés par les autorités. Donc le terrorisme, hier structuré par des organisations et des réseaux, s'est mué en une multitude d'acteurs groupusculaires
sans lien véritablement hiérarchique ou directionnel avec des groupes terroristes. J'en veux pour preuve le fait que le nombre d'actes de terrorisme individuels en Europe a largement progressé. Entre 2001 et 2007, on comptait 12 attentats individuels. Depuis 5 ans, on compte à peu près une proportion de 40 à 45%. Sur le plan tactique, ces individus ou ces microcellules n'engagent pas de préparatifs importants. Leurs actions sont parfois même improvisées, ce qui réduit davantage encore notre capacité à les détecter, les identifier et les neutraliser préventivement. Contrairement, bien sûr, à ce qui fut le cas pour la plupart des projets d'attentats qui ont visé l'Europe dans les années 2000. Ensuite, il recourt de moins en moins à l'explosif, ou de manière beaucoup moins sophistiquée qu'auparavant. Son maniement est considéré à raison comme complexe, et l'acquisition de substances et de composants sujette à la surveillance des services régaliens. Il privilégie donc le recours aux armes blanches, aux armes de poing, qui représentent aujourd'hui 50% des attentats planifiés depuis 5 ans en Europe. Enfin, s'agissant des cibles, il préfère les attentats ciblés et symboliques, dont la résonance médiatique est importante. Communauté juive, police, militaire, Charlie Hebdo, on l'a vu. Ce que l'on a appelé le terrorisme stratégique, qui fait usage d'une violence ciblée, discriminée, vecteur d'une plus grande légitimité pour ces groupes, contrairement aux attentats aveugles. Après la menace globale, quelle est aujourd'hui l'ampleur du phénomène djihadiste et ses conséquences en Europe? Depuis 3 ans, je l'ai dit, 20 000 combattants étrangers provenant de 90 pays se sont rendus sur le théâtre d'opérations syro-irakiens, soit plus de djihadistes que ceux partis en Afghanistan en 10 ans. Parmi ces combattants étrangers, nous dénombrons désormais près de 4 500 ressortissants ou résidents de 20 pays de l'Union européenne impliqués dans des filières djihadistes. 60% des djihadistes européens proviennent de 3 pays, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et 30% viennent de France. Et la France représente, vous le savez, le premier contingent aujourd'hui de djihadistes européens sur le sol syrien, irakien. Parmi ces 4 500 djihadistes, on estime qu'entre 800 et 1000 d'entre eux sont revenus sur le territoire européen. Ce phénomène touche également, on en parle moins, plusieurs pays situés aux frontières de l'Union européenne, la Suisse, plus de 50 djihadistes, les Balkans, 650, la Russie, entre 800 et 1500. Les conséquences de cet engagement sur le plan sécuritaire sont multiples. En effet, dans tous les conflits qui impliquent la présence de djihadistes étrangers depuis 30 ans, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Bosnie, de la Tchétchénie, de la Somalie ou de l'Irak, on a observé des répercussions de cette participation à court, moyen ou long terme dans nos pays, qu'il s'agisse de menaces intérieures sous la forme d'actions, de propagande, de recrutement, de soutien, voire d'actions de terrorisme. Ce sont des djihadistes qui ont combattu sur des théâtres étrangers, qui ont été à l'origine de tous les projets d'attentats majeurs ayant visé le territoire national, notamment l'attentat contre le marché de Noël, Strasbourg en 2000, le projet d'attentat qui visait l'ambassade américaine à Paris en 2001, réseau Bégal, le projet d'attaque chimique à Paris en 2002, réseau Benchelali, et les projets d'attentats visant la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2010. La première conséquence de cet engagement pour une minorité de ces djihadistes est le basculement au retour dans la violence terroriste, ou la poursuite en quelque sorte du djihad sur leur propre sol. Cette participation à des activités terroristes, elle résulte de 2 processus qui ont été déjà observés dans le passé. L'appartenance à une organisation et la socialisation. Dans le premier cas, le combattant a rejoint un groupe terroriste dont l'objectif affiché est de frapper les États occidentaux. Il sera donc incité ou dirigé à plus ou moins long terme pour commettre un acte terroriste. C'est le cas typiquement de la cellule de Hambourg, celle des terroristes du 11 septembre. Dans le second cas, la socialisation, c'est le contact, l'interaction avec d'autres combattants et la conscience progressive de la légitimité d'une action sur son propre sol qui va inspirer le djihadiste à frapper et à passer à l'action. C'était le cas de la cellule de Francfort, par exemple, en 2000, et des filières tchétchènes en 2002. L'étude la plus récente, qui date de 2013, montre que sur 945 djihadistes occidentaux,
se sont rendus donc sur un théâtre d'opération à l'étranger entre 1990 et 2010. 107, donc 945, 107 ont été impliqués dans la commission d'actes de terrorisme, soit plus de 11%. Pour la France, le magistrat antiterroriste Marc Trévidic estime, lui, que cette proportion est plutôt de l'ordre de 50%. À l'heure actuelle, 4 Français sur 190, un peu plus, revenus du théâtre d'opération syro-irakien, ont été impliqués à leur retour dans des activités terroristes. Je veux parler de la préparation ou de la commission d'attentats, ce qui représente à peu près 2% de ce qu'on appelle les returnees. Proportion identique d'ailleurs à celle observée sur le plan européen, 20 personnes sur 1000. La seconde conséquence découle à court terme du retour des djihadistes et à long terme de l'impact qu'auront ces événements en termes de radicalisation. Les combattants, d'abord, à leur retour, ont une très forte capacité d'endoctrinement parce qu'ils disposent d'un ascendant important, sont auréolés de leur statut de combattants. Ils sont donc susceptibles de mener des actions de propagande, de prosélytisme et de recrutement. Au-delà des seuls combattants, l'emprise et l'enracinement à long terme par capillarité du phénomène salafiste djihadiste et de ses soutiens est une cause de préoccupation majeure, amplifiée par la propagande massive et accessible à tous des groupes djihadistes aujourd'hui. Le gouvernement estime d'ailleurs aujourd'hui à plus d'1 millier le nombre de sympathisants français de ces organisations présents sur Internet. Une minorité d'entre eux, à l'instar des combattants, ont une capacité de mobilisation, comme l'ont montré les récents attentats ou projets d'attentats qui ont été déjoués depuis 2 ans. C'est cette capacité de mobilisation qui est alimentée par la propagande des groupes djihadistes, notamment de l'État islamique, groupe qui a appelé à plusieurs reprises, depuis le mois de septembre, je l'ai dit, ses sympathisants à frapper les pays de la coalition. Eux-mêmes relayés, ces appels, par des combattants occidentaux de diverses nationalités. De ce point de vue, s'agissant des sympathisants, l'État islamique agit plus comme un catalyseur, un déclencheur du passage à l'acte, que comme une véritable source de radicalisation. Depuis le début du conflit en Syrie, plus de 20 projets d'attentats ont visé les pays occidentaux et leurs ressortissants. Sur les 16 attentats ou projets d'attentats documentés, un peu moins de la moitié, 7, ont été menés à leur terme. À l'exception de l'action menée à Bruxelles par Mehdi Nemmouche, antérieurement à l'appel de l'État islamique à des actes individuels, ces attentats ont été perpétrés par des personnes qui n'avaient pas combattu sur le théâtre d'opérations djihadistes en Syrie ou en Irak. Soit qu'elles en avaient été empêchées, ça a été le cas de plusieurs terroristes, notamment en Australie et au Canada, soit qu'il s'agissait de sympathisants de ces organisations djihadistes. Par ailleurs, 9 attentats ou projets d'attentats ont été conçus par des individus agissant seuls. Sur le mode opératoire, les individus qui ont combattu et qui reviennent du théâtre d'opération syro-irakien, ces individus envisageaient des modalités complexes, attaques multiples, usage d'explosifs sophistiqués, attaques suicides. Tandis que les sympathisants, qui sont passés donc à l'acte, recouraient à des modalités rudimentaires, véhicules béliers, armes blanches, armes de poing, fusils de chasse, suivant en cela les recommandations faites par le porte-parole de l'État islamique, Al-Adnani, au mois de septembre. Pour finir, quelles mesures? Quelles mesures face à ce phénomène, double phénomène? Les mesures sont à prendre sur l'ensemble du spectre, du cycle de la radicalisation jusqu'au traitement des retours. La France a déjà mis en œuvre dans l'urgence, comme beaucoup d'autres pays, des mesures destinées à identifier et prévenir ce phénomène. Vous le savez, plateforme de signalement, entrave au départ, lutte contre l'apologie du terrorisme, blocage du contenu Internet. Elle a par ailleurs comblé un vide juridique en créant une nouvelle incrimination d'entreprises terroristes individuelles, proposition que nous avions faite il y a 1 an à peu près avec le juge Marc Trévidic et l'avocat Thibault de Montbrial. Parallèlement, le gouvernement vient de lancer une campagne de sensibilisation et de prévention à destination des candidats au djihad et de leurs familles. C'est un premier élément de contre-argumentaire qui vise à répondre à la propagande mensongère de ces groupes, à l'instar de ce qui est déjà fait aux États-Unis, en Allemagne en particulier. Il conviendra d'aller plus loin, bien sûr, pour convaincre ou contraindre les grands opérateurs Internet de ne plus accepter sur leur plateforme des contenus de ce type, comme ils le font déjà en matière de pédopornographie.
En amont, la France est très en retard, vous savez sans doute, par rapport à ses voisins européens dans la prévention de la radicalisation. Alors, outre la lutte contre le fondamentalisme religieux, notamment sur Internet, il me semble important de réfléchir à la mise en place de programmes locaux, vous venez d'en parler, de prévention et de la radicalisation, associant des campagnes d'information, de sensibilisation, des indicateurs également locaux de la radicalisation, et l'accompagnement ciblé de sujets à risque à travers la mobilisation de tous les acteurs régaliens, associatifs, éducatifs, sociaux contre ce fléau. La même mobilisation au sein de dispositifs ciblés devrait être mise en œuvre pour le traitement des retours par la déradicalisation ou la réinsertion. Les expériences étrangères montrent de ce point de vue que montrent toutes que les clés du succès dans ce domaine, de ces démarches, reposent sur le volontariat des personnes concernées et sur l'association à cette démarche de repentis. D'autres mesures plus symboliques ont été avancées sur lesquelles je voudrais revenir. Il s'agit en particulier de la déchéance de nationalité. Plusieurs pays mettent d'ores et déjà en œuvre des mesures de ce type pour les binationaux. Or, que constate-t-on? D'abord, les individus concernés ne renoncent pas au terrorisme. C'est donc reporter le problème sur d'autres pays. Ensuite, cette mesure empêcherait nos services, policiers et judiciaires, de les mettre hors d'état de nuire, dès lors qu'ils seraient à l'étranger. Enfin, nous l'avons constaté avec plusieurs terroristes condamnés en France et déchus de la nationalité française, notamment Jamel Bégal, mentor d'Amélie Coulibaly et de Chérif Kouachi, certains n'ont toujours pas pu être expulsés en raison de l'opposition de la Cour européenne des droits de l'homme, qui invoque des risques de traitement inhumain et dégradant pour refuser leur expulsion, notamment vers l'Algérie. Il n'est pas le seul dans ce cas, et donc ces personnes, pourtant déchues de la nationalité française, sont toujours sur le territoire national. Nous avions proposé, avec le juge Marc Trévidic, la création d'un délit obstacle d'interdiction de combattre à l'étranger sans autorisation, qui aurait eu le mérite d'appréhender judiciairement toutes les situations dans lesquelles les individus se rendent à l'étranger pour y combattre, y compris lorsque des individus, de retour du théâtre d'opérations syro-irakien, prétendent avoir combattu dans les rangs d'organisations légitimes. Nous l'avons vu à l'occasion de plusieurs événements tragiques, depuis les crimes de Mohamed Merah en 2012 jusqu'à ceux de Nice, en passant par les attentats de Paris au début de l'année. Si les services de renseignement parviennent à détecter et à identifier les personnes à risque, beaucoup reste à faire dans le domaine de la surveillance et du suivi des individus. Le gouvernement a annoncé le renforcement des moyens humains, des services, l'adoption prochaine d'un cadre juridique pour leur action, et l'adoption également, la mise en place d'un fichier des personnes prévenus ou condamnés pour des faits de terrorisme. Sur ce sujet, je voudrais souligner deux phénomènes récurrents dans la constitution de réseaux et filières et dans la commission également d'actes de terrorisme qui sont aujourd'hui mal appréhendés pour des raisons pratiques et juridiques. Le premier concerne ce que j'appelle les serial terroristes ou multirécidivistes du terrorisme. Sur la base des procédures visant des infractions terroristes instruites depuis 10 ans en Europe, on constate que chacune de ces affaires met systématiquement en cause des personnes déjà condamnées, non pour des délits de droit commun, mais bien pour des infractions terroristes. Comme toute organisation humaine, les cellules ou groupes terroristes ne naissent pas spontanément, mais sous l'influence d'individus formés, souvent des vétérans du djihad, qui constituent des éléments structurants et des référents pour les jeunes recrues. Le second concerne les individus potentiellement à risque, ceux dont le nom est apparu en relation avec une infraction terroriste dans le cadre de procédures judiciaires. Il s'agit de personnes identifiées, qui ont parfois été détenues ou interrogées, et qui n'ont pas pu être poursuivies dans le cadre juridique existant. Sur la base des procédures visant des actes de terrorisme, des réseaux ou des filières de soutien logistique ou de financement instruites en Europe, depuis 10 ans toujours, on estimait leur nombre à près de 5000 il y a 2 ans. Leur suivi, de la même manière, dans un cadre légal bien entendu, permettrait et aurait un impact direct, je dirais, sur notre capacité à déjouer les infractions terroristes. Ces exemples nous montrent également, et peut-être surtout, que nous sommes en face d'un phénomène depuis longtemps transnational. Les affaires dont je parle sont des affaires toutes concernant l'Europe et plusieurs pays européens. Donc un phénomène transnational, et que toutes les législations nationales ne suffiront pas à elles seules à endiguer ce phénomène. Au mieux, nous bâtirons ce qui existe aujourd'hui, une sorte de patchwork défensif qui, faute d'harmonisation, engendrera des vides juridiques, des failles dans nos dispositifs qui seront exploités par nos ennemis et ou dans lesquels ils s'engouffreront, comme ils l'ont toujours fait.
et encore récemment s'agissant des départs pour la Syrie. Nous sommes confrontés à un phénomène européen qui touche quasiment tous les pays de l'Union européenne et nécessite donc que les institutions européennes prennent un rôle actif et opérationnel, notamment pour harmoniser les législations, systématiser et automatiser l'échange d'informations, mettre en place un PNR européen, ça a été dit, renforcer les contrôles aux frontières de Schengen, toute chose qui implique, selon moi, un changement du paradigme sécuritaire de l'Europe et de Schengen, conçu jusqu'alors pour nous défendre de menaces extérieures, alors que nous sommes aujourd'hui confrontés de plus en plus à des menaces intérieures. Cette prise de conscience européenne me semble être un impératif, au-delà, encore une fois, des mesures nationales qui peuvent être prises. Le risque est aussi, à l'instar de ce qui s'est produit après les attentats de Madrid en 2004, que des déclarations d'intention demeurent lettres mortes et se traduisent par des mesures minimalistes sur le plan européen. De ce point de vue, considérer les attentats de Paris comme un épiphénomène national ou comme un 11 septembre français, comme on a pu le lire, est une tragique erreur d'analyse. L'enjeu aujourd'hui, il est bien européen et il nécessite une réponse commune. Merci. Merci beaucoup, monsieur.